Merci de votre fidélité à la chaîne Patrick Lokala TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver, madame, messieurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend toujours. Pour analyser les discours du président de la République au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Avec notre invité, on n'a pas encore eu la chance d'analyser ces discours. Nous allons y revenir, mais nous n'allons pas nous attarder sur ce discours parce que l'actualité a tellement évolué avec beaucoup de vitesse. Nous allons comprendre les enjeux de ce discours. Est-ce que c'était de simples menaces, des grimaces du président de la République? Parce qu'aussitôt après, on a vu des images, des négociations, de la médiation menée par Emmanuel Macron de la République française, mais aussi les photos de la première dame. On ne va pas faire de commentaires sur la première dame, mais au moins la symbolique diplomatique a fait que ces photos ont dilué un tout petit peu l'impact du discours du président de la République. Aussitôt après, Kagame a réagi, et puis vous savez la suite. Au cours de la médiation française, il a été relevé que les M23 vont se retirer dans les jours qui suivent. Le président de la République, dans son interview accordée à nos confrères de France 24 et de RFI, a confirmé l'information du retrait du M23, mais il n'a pas pu donner les calendriers de ce retrait. Donc le retrait est encore hypothétique. On ne sait pas quand le M23 pourra se retirer des sols congolais, mais au moins il s'annonce l'arrivée déjà de troupes kenyanes dans les jours qui viennent. C'est le président lui-même qui a annoncé. Et puis, toujours par rapport à cette actualité, dans cette interview, le président a traité la fameuse opposition d'être trop faible. Il est rassuré d'être réélu parce que le bilan, pour preuve, à l'appui, les défend valablement. Il a un bilan très positif d'après lui. Les réalisations qu'il a enregistrées tout au long de ces 4 dernières années feront qu'il sera réélu sans aucun problème parce que l'opposition est très faible, qui menace la vie ou l'intégrité territoriale, parce qu'on parlerait d'un coup d'État en gestation. Le président lui-même, même s'il n'a pas été assez clair, mais selon notre analyse, il s'est fait état tout au long de cette émission d'un certain complot qui se tramerait quelque part. Des officiers de haut niveau sont aux arrêts. Il s'agit notamment du général Yav qui a été arrêté. Le président, d'après les rapports qu'il a reçus de ses services, parce qu'il séjourne depuis quelques jours au niveau de Washington, ces rapports ont fait état d'un complot contre la République. Selon le président, le général Yav avait demandé à certains de ses collègues de se retirer pour que la M23 prenne Goma, la ville de Goma, et c'est la raison pour laquelle il est aux arrêts. On parlerait de haute trahison. Lui-même, vers la fin de l'émission, je crois qu'il n'a pas tiré attention, il a confirmé l'information de haute trahison dont le chef du général Yav, Villiers Chimanga, lui est arrivé tranquillement à la prison de Makala. Est-ce une promenade de santé où cette affaire va connaître une issue normale? Nous allons nous interroger tout au long de cette émission, une émission de moins d'une heure. Nous espérons bien faire moins d'une heure pour libérer notre invité qui a d'autres champs à fouetter par rapport à ses activités politiques. Nous recevons spécialement pour vous Ndeko Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa, avec qui on a tourné l'émission la fois dernière, une émission carton plein, 18 000 cas, 18 000 vues. 18 000 personnes ont cliqué, liké et ont visionné la vidéo. C'est énorme pour notre toute jeune chaîne de télévision en ligne. Nous recevons Alain Bolodjoa. Il est l'initiateur du parti politique Les Bat. Les Vonu et Bâtissons. Eh bien, on a lingala, les Vonu Bâtissons, na lingala. Peut-être les Vonu et Bâtissons, na lingala comme parti politique. C'est avec lui que nous allons analyser ces questions d'actualité. Il est économiste de formation, analyste politique. Alain Bolodjoa, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes toujours disponible et je vous ai pris d'arrache-pied. Vous avez d'autres activités à mener. On va aller tout droit au but. C'est la première fois que je vous reçois sur ce plateau après le discours du président de la République à l'Assemblée générale des Nations Unies. D'abord, quelles sont vos premières impressions après avoir suivi ce discours du président de la République, de manière générale, au niveau de la forme? Est-ce que cette fois-ci, tout a été bon? La tonalité, l'humeur du chef de l'État, les mots employés, est-ce que cette fois-ci, il a été à la hauteur de son discours?
avant qu'on aborde les contenus? Bon, je dois avouer que le discours a été bien structuré. Probablement qu'il y aura des gens qui seront surpris de voir que je dise ainsi. Mais personnellement, je constate qu'il y a une nette évolution. Cette fois-ci, les gens qui ont eu à rédiger ces discours ont tenu compte de beaucoup d'éléments en termes d'agencement des idées, bien que ça ne peut pas manquer de couac, même au niveau de forme, parce qu'il était par moments redondant, il insistait sur le même fait à chaque fois, et pourtant il avait déjà évolué. Mais du moins, c'était un discours bien structuré. Mais je voudrais d'abord rappeler ici que le discours ne s'écrit pas par ceux qui les lisent très souvent. Déjà, au regard de sa fonction, sauf peut-être que s'il se laisse emporter par des émotions, il ne lui revient pas à lui d'écrire les discours. Il y a plusieurs intervenants et selon leur spécialisation par rapport au domaine à aborder. Par rapport aux questions climatiques, il a fait recours certainement à ses collaborateurs spécialistes dans ce domaine. Par rapport aux questions sécuritaires, aux problèmes diplomatiques, eh bien, chacun amène les éléments et ce sont ces éléments-là qui sont agencés en termes d'idées et au finish, il fait la déclaration. Et avant ça, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des mises en bouche pour lui permettre de bien articuler, de bien prononcer le terme, le vocable qui sont repris. Quoi de plus normal? Parce qu'il n'est pas le seul. Ça se fait partout. Que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les organisations simples, ça a toujours été ainsi. Très bien, ça c'est la forme. Alain Bolodja, merci pour l'honnêteté scientifique, parce qu'être opposant, c'est aussi reconnaître quelques points positifs au cas où ce point existe réellement. Pour le cas d'espèce, Alain Bolodja l'a reconnu, la forme a été bonne. On va pas s'attarder sur l'intégralité du discours, on va prendre quelques aspects, notamment l'aspect sécuritaire, nos relations avec le Rwanda, les conflits que nous avons à l'Est. Le président de la République a été un peu plus clair. Dans un discours de 38 minutes, il a cité au moins 17 fois le Rwanda, le mettant en cause d'être à la base de l'agression que nous subissons à l'est du pays, en passant par le M23. Le Rwanda a été ainsi clairement accusé par le président de la République. Alain Bolodja, est-ce que ce réquisitoire a été bon? Bon, je n'avais pas fini par rapport à la forme, mais je voudrais quand même prendre cet aspect dans le fond. Lorsqu'on fait un discours, il faut aussi tenir compte du contexte, voyez-vous, de l'auditoire. Ça fait partie de la forme, pas du fond. C'est-à-dire que c'était dans un cadre des Nations Unies. Et en réalité, si M. Félix Tshisekedi était plus sérieux dans ce qu'il fait, il devrait en réalité intégrer, il a tenté de l'intégrer, il devrait en réalité intégrer la posture développée par le secrétaire général des Nations Unies. Et deuxièmement, il fallait aussi tenir compte de la position de plusieurs États. J'ai senti qu'il était accompagné par quelques États, si pas 2 ou 3, qui ont voulu l'accompagner. Alors qu'en réalité, dans ce genre d'activité, il fallait entrer dans la bilatéralité, chercher des éventuels partenaires, des éventuels alliés. Parce qu'au sortir, après votre déclaration, il fallait que cela soit relayé par d'autres pays. Il fallait que les autres actent vos remarques ou vos propositions. Et comme ça, ça allait avoir plus de poids. Vous parlez en termes d'alliés. Hein? D'alliés, voilà. Effectivement. C'est-à-dire qu'il fallait avoir ces alliés-là. Fort malheureusement, on n'a pas senti ce travail-là. Mais dans le fond, M. Félix Tshisekedi a tenté de séduire une certaine catégorie, un certain nombre de Congolais. Mais en réalité, il a occulté certains éléments essentiels. Il a voulu oblitérer les vraies raisons de la guerre et les vrais acteurs. Dans ses dires, il s'est plus focalisé sur le Rwanda et dans une faible mesure sur la communauté dite internationale ou la communauté occidentale. Mais il y a un allié de taille de M. Kagame qui n'a pas été pris en compte. Je parle ici de l'Ouganda.
Parce que pour M. Félix Tshisekedi, le fait d'avoir trouvé cette tribune, il devait charger le Rwanda et maladroitement, il a dédouané l'Ouganda, qui est aussi partie prenante dans la situation de guerre dans la partie est de notre pays. Et dans ces dires, il a voulu dire à la communauté internationale que tout ce qui nous arrive, c'est justement parce que le Rwanda avait des velléités. Ça, c'est ce que nous disions chaque jour. Et la personne qui s'y opposait, aujourd'hui, prend position dans le sens de relayer, ou sinon de relayer, de ressasser ce que nous disons. Et au finish, nous nous sommes rendus compte qu'il n'avait pas bien cerné le fond du problème. L'autre fois, nous avons tenté d'expliquer la position qu'occupe le Rwanda par rapport aux réalités sécuritaires, mais sur le plan géographique, la position de Bunagana vis-à-vis, par rapport à l'Ouganda, Bunagana est plus proche de l'Ouganda que l'est le Rwanda. Ce qui veut dire que la présence du M23 au niveau de Bunagana, c'est déjà un bouclier pour l'Ouganda et contre le M23, et contre les ADF. Voyez-vous? Si aujourd'hui les ADF veulent attaquer l'Ouganda, eh ben, ils doivent passer impérativement par le Bunagana, pour arriver à atteindre l'Ouganda. Ce qui sous-entend que l'Ouganda profite aussi de la situation. Sans oublier que l'Ouganda est un allié de taille. Parce que certains disent que l'Ouganda et le Rwanda sont en conflit. Attention, ce conflit peut être une stratégie justement pour duper, pour endormir voiler les vraies réalités. Le pays qui est réellement en conflit avec le Rwanda, c'est le Burundi. Parce que le Burundi, étant donné qu'ils sont en conflit avec le Rwanda, la moindre chose, c'était de fermer les frontières. Aujourd'hui, un Rwandais pour aller au Burundi, il a beaucoup de démarches à mener parce que ce n'est pas possible. Mais alors qu'avec l'Ouganda, bien qu'il présente une sorte de conflit d'intérêts, mais cela n'empêche nullement l'interpénétration ou sinon les relations bilatérales entre les deux pays. Et d'ailleurs, ils ont des liens de famille entre les deux dirigeants, les deux régimes. Parce qu'il vous souviendra que l'enfant ou le fils Mugabe qui s'occupe des questions sécuritaires a des liens avec le Rwanda, avec le président Kagame. Ils ont des liens. C'est-à-dire que voilà pourquoi vous comprenez, lorsque vous vous attaquez contre le Rwanda, naturellement, il y a une intervention de l'Ouganda via le chef de sécurité ou celui qui s'occupe de la défense au niveau de l'Ouganda. Un autre élément de détail il faut considérer, c'est la question des races. Les deux présidents, que ce soit du Rwanda et de l'Ouganda, sont des Tutsis. Et donc, sont des frères. Ouais. Sont des frères, Tutsis. Et le président qui était avant que celui qui est aujourd'hui au niveau de Burundi était un Hutu. Voyez-vous? Et je crois que c'est la situation qu'il y a aujourd'hui également. Et donc, les deux présidents cherchent à tout prix à imposer leur hégémonie. Pas en tant que président, mais en tant que Tutsi. Et dans cette démarche, ils veulent assez que, au niveau du Congo, que le Tutsi soit toujours à la commande ou sinon assume de fonctions stratégiques. Pour leur permettre d'imposer leur hégémonie dans toute la partie est du pays, de notre pays. Et c'est comme ça que les choses sont faites. Mais lorsque M. Félix Tshisekedi est arrivé, pour séduire, dans une certaine mesure, le membre de la communauté internationale, il n'a pas voulu aborder les choses dans cet angle parce qu'au niveau international, tout celui qui s'attaque au Tutsi est considéré comme quelqu'un qui prépare un génocide. Voilà pourquoi il insiste sur le fait que le Congo n'était pas un pays génocidaire et ne compte pas l'être. Mais alors qu'en réalité, effectivement, il a raison du fait que nous ne sommes pas un pays génocidaire, mais cette manière de faire les choses risque à voiler les réalités. Il y a un génocide chez nous. Les Tutsis sont en train de tuer chez nous justement
pour réduire le nombre de la population vivant dans la partie Est et permettre à ce qu'eux occupent l'espace. C'est ce que nous avons connu dans le sud Kivu avec Minembwe, toute cette partie du grand plateau. C'est ça, au fait, leur vision. Et donc, il n'a pas semblé comprendre cet enjeu. Un autre élément, c'est par rapport au rôle que doit jouer la communauté dite internationale. Oui, on va arriver à ça parce que dans les questionnaires, j'ai prévu de faire évoluer les débats. Alain Bolodjoa, selon l'analyse, un des agresseurs n'a pas été cité. Vous parlez de l'Ouganda. Lui-même, il a dit que l'armée ougandaise est chez nous dans le cadre d'une force conjointe. Donc, il ne pouvait pas citer l'Ouganda parce qu'il considère l'Ouganda comme un allié. Restons sur le contenu du discours, sur ces accusations portées contre le Rwanda. À la manière de voir les choses, pensez-vous que le président congolais a été pris au sérieux par Paul Kagame lorsqu'il les cite autant de fois? Est-ce que ce discours accusateur a été pris au sérieux? Toutes les charges qu'il a portées sur le Rwanda, est-ce que ces charges ont été prises au sérieux et par le Rwanda et par la communauté internationale, sans parler du peuple congolais qui semble être divisé par rapport à cette question? Bon, moi je suis abonné dans plusieurs chaînes YouTube de Rwandais. J'ai essayé d'analyser leur comportement vis-à-vis de la classe politique. Apparemment, le Rwandais n'ont pas peur de ceux qui sont au pouvoir. Le Rwandais ont plus peur de ceux qui sont dans l'opposition. Ah, comment expliquer ça? Non, mais il suffit seulement de suivre leur chaîne pour vous en rendre compte. C'est-à-dire qu'ils prennent les parties de nos vidéos, tout ce que nous faisons comme déclaration, et ils les balancent chez eux. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire à l'opinion? C'est-à-dire que nous avons développé une sorte de haine viscérale vis-à-vis de Tutsi. C'est-à-dire qu'on voudrait les exterminer, que ce soit au niveau national qu'au niveau, du Rwanda. Ils disent que nous les détestons. Ce qui veut dire quoi en clair? Ce qui veut dire que la population rwandaise a plus peur de la population que des dirigeants. Le message de M. Félix Tshisekedi ne pouvait pas être pris au sérieux. Attendez, qu'est-ce qui explique ça? Non, mais c'est justement parce que la population n'est pas maîtrisée par les réseaux ou les systèmes rwandais mis sur pied. Alors que la classe dirigeante? Non, mais alors que la classe dirigeante est à la solde de cette classe rwandaise. Très bien, évoluons. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, la journée, font semblant d'être congolais, mais alors qu'en réalité, ils sont aliénés par le Rwandais. Et d'ailleurs, leurs listes sont occupées par des agents du Rwanda. Cette histoire et donc, de Lyon, on va voir plus tard. devant cette réalité, je ne pense pas que le Kagame avait pris au sérieux ce que disait M. Félix Tshisekedi, parce qu'il sait qu'il vacille, il est changeant, il est comme, il va au gré des vagues. Donc Kagame ne l'a pas pris au sérieux? Nullement. Et puis deuxièmement, j'ai essayé d'analyser la capacité d'intervention de M. Félix Tshisekedi. Parce qu'au-delà de tout ce que l'on peut dire, Kagame n'aura pas peur d'un discours de quelqu'un qui, il n'y a pas longtemps, l'a traité de frère et qui a certainement des dossiers compromettants au niveau du Rwanda ou quelque part. Il ne faut pas oublier que le service de communication et des renseignements est détenu essentiellement par le réseau rwandais. La plupart des entreprises, le réseau rwandais de notre pays, nos serveurs, nos codes 143, le point CD et tout ce qui va avec. D'ailleurs, il y avait un rapport qui était publié il y a peu, je crois que c'était l'année en 2020, sur la mise en écoute de tous les services du Congo au niveau du Rwanda via un logiciel développé par les Israéliens. Voyez-vous? Donc, ce qui veut dire que notre système immunitaire est vulnérable. Notre capacité de résilience est faible, justement parce que ceux qui sont censés porter la vision n'ont pas la capacité de faire face à l'extérieur. Voilà pourquoi j'ai dit Kagame ne peut pas avoir peur de M. Félix Tshisekedi, d'autant plus que Kagame sait pertinemment bien que si M. Félix Tshisekedi est ce qu'il est aujourd'hui, c'est justement parce qu'il a intervenu, que ce soit en amont comme en aval. Très bien, que ce soit en amont comme en aval. On va rester d'abord au niveau de l'opinion congolaise avant d'aborder ce qu'en pensent les Nations Unies après le discours de Félix Tshisekedi devant l'Assemblée générale des Nations Unies.
Au pays, il y a des gens qui sont restés assez critiques. Beaucoup de gens ont apprécié le fait que le président a dit les choses avec un peu plus de clarté en accusant le Rwanda. Tel était le discours de la population, voire même de l'opposition, vous l'avez reconnu. Mais d'autres personnes pensent qu'il aurait mieux fait comme il le sait déjà. Il y en a qui ont dit qu'il ne l'a pas su au moment où il prononçait son discours à l'Assemblée générale que nous étions agressés par le Rwanda. Ça suppose qu'il a su avant, il a été certifié que nous sommes agressés par le Rwanda. Mais pourquoi n'a-t-il pas tiré les conséquences? C'est-à-dire, lorsque un État est agressé par un autre, il y a des options qui doivent être élevées, notamment le rappel de l'ambassadeur congolais basé à Kigali et les renvois, la déclaration de personnes non grata de celui du Rwanda basé à Kinshasa. Mais cela n'a jamais été fait, mais il s'hasarde quand même d'aller accuser le Rwanda au niveau international. Comment pensez-vous? Est-ce que vous partagez le point de vue de ceux qui pensent qu'il aurait renvoyé l'ambassadeur rwandais au Rwanda et rappelé le nôtre pour que finalement il soit pris au sérieux plutôt que d'aller prononcer un discours, mais l'on sait qu'on vit avec l'adversaire ou l'ennemi en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Bon, moi je crois que sur cette question, je partage, oui. Je partage, j'en ai parlé d'ailleurs. Ce sont des évidences indéniables que personne ne peut réfuter. Mais ne nous focalisons pas trop que sur l'ambassadeur. Au niveau de la présidence, il y a des représentants du Rwanda. Au niveau de la présidence, il y a des représentants du Rwanda. Ah, au niveau du Parlement, il y a la représentation du Rwanda. Au niveau de notre armée, il y a la représentation du Rwanda. Au niveau de notre police, au niveau du gouvernement, il y a la représentation rwandaise. De qui tenez-vous ça? Non, mais tout le monde le sait. Des employés du Rwanda ou des représentants du Rwanda? Non, les représentants du Rwanda. Qui font semblant de travailler pour le Congo. Non, qui ne font pas semblant. Qui travaillent pour le compte du Rwanda. Et pour ceux qui sont au pouvoir, ils pensaient que c'était une bonne stratégie d'avoir les représentants du Rwanda pour leur permettre de calmer les ardeurs de M. Kagame. Ah bon? Il y a des gens qui ont été nommés parce que Kagame les acceptait en tant qu'État. Sur recommandation de Kigali? Voyez-vous? C'est-à-dire que là, déjà, ça pose problème. Il y a une théorie qui circule, disant que depuis que nous avons connu la situation en 1994 et 1996, pour calmer les esprits au niveau du Rwanda et montrer à la face du monde que nous ne sommes pas des xénophobes, il fallait à tout prix, à chaque nomination, tenir compte de la représentation de rwandophones. Ça, c'est quelque chose que nous condamnons. En dehors de rwandophones, quelle est cette autre tribu qui est nommée au nom de la représentation? Au niveau national, on nous parle de la représentation de province. Ce qui fait que vous trouvez dans ces gouvernements et même dans les nominations, plusieurs Kassaïens. Et fort malheureusement, il y a d'autres Kassaïens, nous parlons là du Grand Kasaï, qui ne sont jamais représentés. S'ils sont représentés, mais peut-être à moindre échelle. Vous prenez les Tétés là, vous prenez les Songé et consorts. Ils sont nombreux, qui ne se retrouvent pas. Les Bachilélé. Les Bachilélé et autres, le Kouba, tout ça. On voit plus les Louba qui sont là et qui sont nombreux. Revenons sur le Cela veut dire quoi? Dans la philosophie de la mise en place au Congo, pour qu'un dossier passe, que ce soit au niveau des enjeux sous-régionaux qu'au niveau international, il faut qu'il y ait à tout prix la représentation des rwandophones pour que l'on considère que le Congo n'est pas dans une sorte de discrimination contre ce qu'eux appellent la minorité. Ça, c'est déjà un piège. Deuxième élément, dans notre armée, il y a eu brassage, mixage. M. Félix Tshisekedi l'a reconnu. Dans ces brassages, mixages, on a pris des gens qui venaient de M. Bemba, des gens qui venaient de M. Roubewa. Tous, sans exception, savent que dans leur liste, il y avait des Ougandais et il y avait aussi des Rwandais. Ils sont entrés chez nous dans notre armée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous allez vous rentrer dans la structuration de notre armée et dans le service de renseignement, il y a des gens qui ont été placés là justement parce qu'ils venaient du Rwanda. Alors, comment voulez-vous que nous résolvions le problème alors que nous savons qu'au-delà de l'ambassadeur, il y a d'autres personnes qui sont au service du Rwanda. Au-delà de tout. Donc, avant de le rôle qu'a joué
M. Fortina Bisselele Bifort dans le service de renseignement du RCD. Il ne pouvait pas se retrouver au niveau de la présidence en ce moment précis. Il est à la présidence. Non, mais Bisselele Bifort, il est conseiller. C'est un conseiller spécial. Le représentant personnel de M. Félix Tshisekedi. C'est lui qui fait le rôle de trait d'union entre M. Félix Tshisekedi et le Rwanda. À chaque fois qu'il y a des déplacements officiels ou non, mais c'est ce qui se voit chaque jour. C'est ça son rôle. Alors, la question est celle-ci. Donc, vous pensez qu'il fallait nettoyer le Congo avec tous ces Rwandais qui ont des responsabilités au niveau étatique et enfin renvoyer Kariga chez eux? Non, M. Kariga... Pour aborder le problème dans sa globalité. Mais, effectivement. Ouais. M. Kariga peut partir aujourd'hui. Cela ne va pas changer de manière substantielle la situation. Chers amis, soyons sérieux. Nous sommes en guerre avec le Rwanda, bien que ce n'est pas une guerre officiellement déclarée. Ce que M. Félix Tshisekedi a dit, il reconnaît que nous sommes en guerre avec le Rwanda. Le Rwanda sait pertinemment bien que nous sommes aussi en guerre. Ce qui justifie la rencontre de l'Angola. Voyez-vous? Mais ce qui est surprenant, la personne qui devrait se sentir plus en insécurité, ça devait être M. Félix Tshisekedi, d'autant plus que si on l'attend, lui, on atteint directement la charpente institutionnelle. Mais les personnes qui étaient en odeur de sainteté avec le Rwanda, sans avoir des garanties de leur exorcisation, mais ils considèrent par ailleurs qu'ils doivent continuer à travailler. Si moi j'étais ami, je prends l'exemple, je suis ami à Patrick Lokala, et je sais que Patrick Lokala est ami à Gauthier Sey. Si je connais Gauthier Sey derrière M. Patrick Lokala, pendant que je suis en conflit avec Patrick Lokala, je ne dois pas faire trop confiance à Gauthier, d'autant plus qu'ils ont plus passé du temps ensemble que moi. Ça c'est clair. Alors, ce qui est surprenant, quelqu'un qui a été au service du renseignement rwandais, pendant que nous étions en guerre contre le Rwanda, comment peut-il être l'homme le plus influent à la présidence de M. Félix Tshisekedi? Il y a une question que je vais poser, une question de relance. D'après cette analyse, c'est comme si le système est un peu pollué par les rwandophones. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que, peut-être je risque d'être convaincu que le chef de l'État est au courant de cette situation, qu'il y a infiltration jusqu'au plus haut sommet de l'État, et que le fait pour lui de s'exprimer ouvertement contre le Rwanda, automatiquement il s'est exprimé contre les intérêts de ces rwandophones qui représenteraient le Rwanda au Congo? Est-ce que ce n'est pas un discours héroïque qui doit être considéré, aligné dans les annales du nationalisme congolais? Non, mais attention, ça dépend de l'angle que vous voulez prendre la chose. Ça peut être aussi une naïveté. Une naïveté de la part de qui? De la part de celui qui fait des déclarations sans tenir compte de l'écosystème. Ne le savait-il pas? Non, mais attention. Peut-être que lui ne connaissait pas comment mesurer la portée de ce qu'il a dit. Oh, comment ça? Non, mais déjà, je l'ai dit ici, c'était un discours où certainement, ils ont eu à ajouter certains éléments alors qu'ils étaient déjà sur place. Il ne faut pas oublier bien qu'il s'est déplacé avec une forte délégation de près de 200 personnes d'après ce qu'on nous dit. 200 personnes dans la près délégation du président? Près de 200 personnes d'après ce qu'on nous dit. Je n'ai pas assez d'éléments. Près de 200 personnes. C'est aussi difficile de non, mais c'est possible parce qu'il y a eu 3 équipes qui se sont déplacées. Très bien, on avance. C'est-à-dire que c'est possible aussi d'avoir plus de ngoulou, comme on l'a dit, que des techniciens, des gens qui s'y connaissent. Il a fait sa déclaration, mais en même temps, il a accepté de se rencontrer avec Kagame on va aborder cette sur question. Recommandation de la France. On va aborder cette question. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'était un discours qui a été prononcé et la personne elle-même n'a pas su mesurer la portée de ce qu'il a dit. N'a pas intériorisé le discours. Non, il n'a pas su mesurer la portée parce que c'est une portée politique, diplomatique et surtout sécuritaire. Pas seulement pour le pays, mais pour la personne qui a déclaré. C'était une guerre ouverte au niveau des Nations Unies. Mais lorsque je vois son comportement juste après les déclarations, je me pose la question s'il était conscient de faire ce qu'il a fait. Soit
il devait s'abstenir de le faire, ou sinon le faire et s'assumer. Très bien. Comment peut-on constater, quelques minutes après, dans les réseaux sociaux, de photos circuler contredisant pratiquement tout ce qu'il a dit? On a vu les vidéos, on a eu les déclarations disant qu'on vient de le mettre ensemble. Je reconnais par ailleurs que la France, aujourd'hui, a la présidente du Conseil de sécurité. Ouais. Mais, au regard de la portée politique, ce n'était pas nécessaire. Qu'est-ce qui devait être fait? Il y a la photo de la première dame avec les différentes personnalités féminines. La première dame aussi du Rwanda. La photo du président avec Emmanuel Macron. Le président dit dans son interview, qu'on va analyser tout à l'heure, dans les minutes qui suivent, que c'était une rencontre planifiée avec le président Macron. Voilà pourquoi j'ai dit. Donc il ne pouvait pas s'abstenir, d'autant plus que le rendez-vous a été pris. Non, voilà avec celui qui préside le Conseil de sécurité. Et l'on sait qu'il a demandé qu'on imprime les rapports accusant le Rwanda à remettre aux membres du Conseil de sécurité pour que ces rapports soient pris en compte. Non, mais ça, donc il avait intérêt à le rencontrer et à discuter avec Paul Kagame. Non, également. mais ça serait trop simpliste de notre part de nous contenter de ce que M. Félix Tshisekedi dit. D'abord, lorsqu'il a fait sa déclaration, tout en sachant qu'il allait rencontrer M. Kagame, qui par ailleurs lui-même avait dit qu'il connaît les canaux par lesquels il pouvait lui dire certaines vérités, il fait sa déclaration, il attaque ouvertement le Rwanda que je soutiens par ailleurs. Je soutiens cette déclaration taxant le Rwanda, mais en même temps, il s'attendait à ce qu'on le mette ensemble pour chercher à trouver des solutions à l'amiable. D'une pierre deux coups. Voilà, ce qui veut dire que la personne... Bon, je ne parle pas de M. Félix Tshisekedi. Lorsque quelqu'un fait une parler de lui, non, je prends juste un exemple. Ouais. Oui, il est président de la République de fait, oui. Ouais, lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui fait une déclaration, et quelques temps après, vous trouvez que dans ses gestuels, la déclaration faite ne correspond pas à au geste que lui fait, vous devez vous poser la question s'il était sincère ou c'était juste une stratégie, un message cosmétique justement pour séduire ceux qui suivent, mais alors qu'en réalité, on se reconnaît incapable. Vous dites à votre enfant, si tu oses faire ça, je te tape. L'enfant le fait, mais vous ne faites rien. Pour qu'on soit clair, parce qu'il faut que ceux qui nous suivent comprennent quelque chose. Alain Bolodjoa à la place de Félix Tshisekedi après un tel discours, il aurait fait quoi? Non, mais j'aurais évité à ce que l'on me voit avec la personne qui est indexée. Non, mais les faits peuvent évoluer. Vous non, avez mais accusé, les faits ne peuvent pas évoluer en quelques minutes comme médiatrice. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, le fait seulement que la France... normal d'aller échanger. Le fait seulement que la France se présente, ce qui veut dire que la profondeur de tout ce que M. Félix Tshisekedi pourrait dire par la suite n'aura pas de sens. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas la France qui va résoudre le problème. Non. La problématique sécuritaire est tellement complexe qu'il fallait prendre en compte toutes les variables explicatives. Il ne suffit pas seulement de vous limiter à faire une telle déclaration, sans entrer d'ailleurs d'abord en profondeur, et après, c'est juste une simple rencontre qui va résoudre tous les problèmes. Il fallait rentrer au pays, préparer une note à l'intention du Conseil de sécurité. Vous déposez la note avec tous les soubassements possibles. En ce moment-là, parce que dans le secrétariat, au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, le discours est plus populaire. Solennel. Hein? Populaire. Mais la vraie question diplomatique, se traite au niveau de couloir. Parce qu'on peut faire un discours captieux. Ça peut capter les esprits faibles. Mais en sous-bassement, il n'y a rien. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il fait sa déclaration, mais il n'y a pas de suivi. Et avant même qu'il arrive à faire le suivi dans la bilatéralité, ça c'est vous qui dites. Déjà, la France vient de tordre le cou à sa démarche. Ça n'a plus de substance. Vous pensez que... Quel est le document de base que le président du Conseil de sécurité des Nations Unies a? Non, mais le président Félix a dit qu'il faut imprimer le rapport accusant le Rwanda. Voilà pourquoi le remettre aux membres du Conseil de sécurité. Voilà pourquoi je dis c'est ça l'idiotie. Soit considéré. Non, c'est ça l'idiotie de ceux qui pensent comprendre les choses
alors qu'en réalité, nous sentons qu'ils n'ont la maîtrise de rien. Il faut soumettre au Conseil de sécurité une note. En ce moment-là, le Conseil de sécurité, au regard des informations que vous allez leur fournir, vont statuer sur. Mais là, c'est juste une déclaration qui n'a pas de soubassement. On va aborder la question de la déclaration de M. Félix Tshisekedi, qui déjà, au regard de ce qu'il a dit, certainement ça peut constituer entre 15 à 20 pages. Aucune statistique, aucune référence. Et on vous dit non, voilà. Mais par exemple, quand il dit que l'agression rwandaise a fait qu'on a perdu un ambassadeur, on a bombardé l'hélico, et la MONUSCO avec Wikas. Non, mais lui il a quand même dit des choses il pense que les autres n'ont pas cette information. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on gère le pays, on veut traiter sur des grandes questions, mais avec un faible esprit. Oh là là. Ce n'est pas normal. Pensez-vous vraiment que le Conseil de sécurité va se contenter juste de la déclaration de M. Félix Tshisekedi? Non, il fallait étoffer le dossier, amener le dossier complet. On ne sait pas si cela sera fait à l'un voilà. Mais est-ce que le Conseil de sécurité prendra au sérieux la déclaration, le discours de Félix et ses recommandations? Non, mais M. Félix, qui peut prendre M. Félix au sérieux? Ah non, allez. Non, mais soyons sérieux. Non. Qui peut prendre M. Félix? Le président de la République. Non, mais peut-être que... Ne pensez pas que tous les présidents sont sérieux. On peut le prendre. Répondez à ma question. Non, mais voilà pourquoi je vous dis. Qui peut prendre les risques? Le discours de Félix sera pris au sérieux? Les recommandations formulées au Conseil de sécurité seront prises au sérieux? C'est ça ma question. Non, le problème c'est que on peut technique. Le problème c'est qu'on peut prendre au sérieux le message sans nécessairement prendre au sérieux le messager. Ah. C'est comme lorsque nous prenons nos bus. Il y a des gens qui parlent, qui parlent de l'évangile. Répentez-vous, Jésus, Jésus, Jésus. Vous serez bénis, bénis. Le fait seulement de voir la personne ne répondant pas à cette bénédiction, n'ayant pas extériorisé les indicateurs de cette bénédiction, vous dites, tiens, il nous parle de la bénédiction, de multiplication des pains alors que lui-même est affamé. C'est ça. C'est-à-dire que M. Félix, c'est que le fait seulement qu'il vacille au gré des vagues, personne ne peut les prendre au sérieux. Mais dans ce qu'il a dit, dans ses propos, qui a d'ailleurs relayé ce que nous disions, dans ses propos, la France, qui est aujourd'hui à la présidence du Conseil de sécurité, peut trouver des éléments d'information. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut étoffer avec des documents à l'appui. Voilà pourquoi j'ai dit. Le fait seulement que M. Félix a concentré toute la diplomatie à la présidence. En réalité, avant que nous arrivions à l'Assemblée générale, il fallait, du côté des ambassades, il fallait que notre ambassadeur près des Nations Unies et notre ambassadeur au niveau des États-Unis, il devait travailler en osmose, en symbiose, pour entrer en contact avec les administrations de tous les pays membres du Conseil de sécurité. Voyez-vous, avec un document. Lorsqu'on a fait la déclaration et qu'il y a un soubassement, le Conseil de sécurité va statuer sur le document et non sur les déclarations. Très bien. D'ailleurs, regardez déjà la salle. Il y avait combien de personnes? Les gens étaient déjà partis. Bon, d'ailleurs, quand on lui fait les déclarations... Ce n'est pas ça qui compte. Non, ça ne compte pas sur le plan congolais, mais ça compte au niveau international. Donc les gens ont séché. Non, mais effectivement, parce que les discours attendus, ce n'était pas le discours de M. Félix Tshisekedi. Les gens ont suivi les discours des grands présidents, les secrétaires généraux, les grands présidents, et puis après, il y a les présidents qui viennent après, deuxième catégorie, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, et lui se retrouve dans onzième. C'est-à-dire qu'il est difficile. Le président du Grand Congo, Alain. Non, le Congo est grand, mais son président ne l'est pas. Le Congo est grand, mais le président ne l'est pas. Bien sûr. Le Congo est grand, c'est comme un enfant qui conduit un grand camion. Le discours de l'opposition, c'est acceptable, on est quand même dans une société de démocratie. Alain Bolodjoa... ça aussi, c'est un indicateur de la démocratie. Le Congo est grand, mais son président ne l'est pas. On va évoluer à Alain Bolodjoa. Juste après, il y a eu cette rencontre. On a effleuré la question à Alain Bolodjoa, mais je voudrais qu'on tire quand même certains éléments de cette rencontre. Le président, dans son interview, il parle d'une option qui a été trouvée entre les trois chefs d'État. Il a été décidé du retrait. Lui aussi, il fait partie de ces trois.
C'est le président de la République. Non, mais il n'est pas chef de l'État. C'est le président. Évoluons alors, merci. Très bien. C'est le président, papa. Oui, c'est le président des faits. Ouais. Considérez-le comme vous voulez, mais la loi dit que c'est lui le président. Alors, le chef de l'État dit qu'il a été relevé lors de ce triumvirat, de cette tripartite entre les deux présidents en conflit, le Rwandais et le Congolais, sous la médiation du président français Emmanuel Macron. Il a été relevé que le M23 devrait se retirer. C'est ce qu'il a dit, mais il ne sait pas dire aux Congolais dans quel délai. Il n'y a pas de calendrier de retrait. Est-ce que vous pensez, cette fois-ci, je vais m'attarder sur Paul Kagame. Ce n'est pas la première fois que Paul Kagame puisse accepter le retrait du M23. Pas très longtemps, qu'il y a quelques jours, quelques semaines, le même accord a été trouvé à Luanda sous la médiation du président angolais. Mais cela n'a pas été respecté. Qu'est-ce qui a rassuré le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de croire à cette fois-ci, sous la médiation française, que Paul Kagame va finalement respecter cet accord qui décide du retrait du 1-23 du territoire congolais? S'il ne s'agissait pas de M. Félix, c'est que j'allais parler plutôt du complexe. Je fais exception parce qu'il s'agit de lui. Essayez de vous imaginer. Le Conseil de sécurité a eu à valider le rapport, l'accord d'Addis Abeba, qui pointait du doigt tout le pays de l'Est qui était impliqué dans la problématique sécuritaire de notre pays. C'est-à-dire qu'on a eu l'accord d'Addis Abeba, par la suite on a eu la résolution 2098, 2211 et tant d'autres résolutions du Conseil de sécurité. On a mis en place un comité de suivi chez nous, au niveau du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi et dans d'autres pays, et même au niveau africain, et je dirais par ailleurs, même au niveau du Conseil de sécurité, un comité de suivi pour faire appliquer l'accord d'Addis Abeba. Le Rwanda n'a pas respecté. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, le Rwanda va respecter? Parce que non. Si M. Félix est complexé qui était là. Non, mais effectivement, le président français s'est déplacé, a quitté la France pour aller s'incliner devant le Rwandais et demander pardon. Donc c'est un allié de Paul Kagame? Non, je voudrais tout simplement nous dire... Est-ce qu'Emmanuel Macron est un allié de Paul Kagame? Non, Macron a été manipulé par le Rwanda parce que les Français ont eu à commettre des choses au Rwanda qui ne peuvent pas réparer. Et comme Kagame, c'est sanguinaire de Kagame, comprenant les enjeux, il a fait du chantage non seulement à la France, même aux États-Unis, par rapport à ces fameux génocides rwandais. Et M. Félix, c'est qu'il pense pour sa part, que le fait qu'il y avait un blanc devant, il pense que les choses deviennent sérieuses parce qu'il y a un blanc. Non. Le complot que nous vivons, c'est un complot occidental. Il faut être naïf pour penser que l'Occident a quelque chose à gagner si vous recouvrez la paix. Il y a des gens qui ont fait des déclarations. Il y a des gens qui ont écrit. La communauté internationale est informée. Avant même que M. Félix fasse son fameux discours, il y a des gens plus sérieux, plus crédibles en international et même au niveau national qui ont fait des déclarations. Mais personne n'a fait fléchir le Rwanda. Ce n'est pas le simple fait d'être en contact avec Kagame et puis c'est tout. C'est une peine perdue? Non, le problème c'est que il peut avoir de bonnes intentions, mais il y a beaucoup de maladresse dans la faisabilité. Il fallait étoffer le rapport. Pourquoi je l'ai dit? Il vous souviendra qu'en 2013, il y a eu un rapport qui a été déposé. Je salue par contre la sagacité qui a caractérisé la société civile de l'époque, qui a accompagné pratiquement ces rapports. La MONUSCO, le gouvernement congolais, l'ambassadeur Gata, quelque chose comme ça, qui était notre représentant au niveau des États-Unis. Ils ont élaboré des notes qu'ils ont pu introduire partout. Ça a été soutenu par la société civile, partout. Et à partir de là, on est entré en contact avec le lobbying. Les Américains, qui soutenaient par ailleurs le Rwanda,
sont déclarés contre le M23. Et ils ont déclaré le M23 comme un groupe terroriste. C'est ce qui a permis à ce que nous mettions fin à cette aventure en 2013. À cette nébuleuse. Mais aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi pense que cette saboté va changer les choses. Ce n'est pas ça. C'est une peine perdue. Non, mais il peut se rattraper, mais fort malheureusement. Non, cette rencontre et les options... Non, mais ça permet à M. Félix Tshisekedi d'augmenter le nombre de photos dans son album. C'est ce que nous voyons à Kinshasa. Hein? On veut faire de la vie de Kinshasa un album photo. Sur ce point, on ne peut rien attendre dans l'Imbolodjoa. C'est totalement un échec. On va prendre un autre aspect. C'est celui de la sécurité non seulement du Congo, mais de son président. Au cours de cette interview, le président a quand même révélé des choses sur l'arrestation du général Yav. Nous, on se faisait des soucis ici. On ne comprenait pas pourquoi ce général avait été interpellé et puis mis en détention à la prison centrale de Makala, allais-je dire. Le président a eu des rapports provenant du pays parce qu'il est présentement au niveau de Washington, comme quoi ce général a participé à un complot au cours duquel il a demandé à ses collègues de se retirer, faire pied levé pour que le M23 occupe la ville de Goma. Et pour le président, c'est de la haute trahison. La justice va faire son travail. Alain Bolodjoa, comment pouvez-vous analyser cette question? Bon, moi, heureusement, il s'agit de M. Félix Tshisekedi. Je le comprends facilement. Vous le comprenez facilement? Facilement, même le nom dit, je comprends. Je comprends qu'il n'a pas la maîtrise. La justice fera son travail. Non, mais il ne comprend pas. Il y a un réseau de personnes qui travaillent avec le Rwanda. Il n'a pas hésité de le dire. Mais bien évidemment, tout le monde le sait. Pourquoi je vous dis, c'est la voix officielle. Non, il a dit. Non, mais effectivement, je l'ai dit. Il est en collaboration avec le Rwanda. M. Félix, c'est qu'il a envoyé combien de fois M. Bisselé aller au Rwanda? Il y a des gens qui sont en contact avec le Rwanda, c'est connu. Non, au moins dans ce cadre-là, il a dit... Il a envoyé combien de fois le chef MG et même son adjoint au Rwanda pour aller négocier avec le Rwanda? Ça, c'est officiel, non? Non, mais effectivement, je vous dis... Ce qu'on reproche au général, c'est d'avoir demandé à ses collègues de faire pied levé. C'est-à-dire qu'on l'ongoa. Non, mais attendez. Je ne suis pas... Pour que l'M23 prenne la ville de Goma. Ça, c'est sa conclusion. Ça, c'est sa conclusion. Et d'ailleurs, lui-même a reconnu qu'il n'a pas assez d'éléments. Il n'a pas assez d'éléments, il n'a pas la maîtrise du dossier. Mais ce Félix, c'est qu'il est malléable. Mais ce fait, c'est qu'il peut être manipulé. Qui vous dit que ceux qui lui ont donné l'information n'ont pas cherché à le manipuler pour écarter quelqu'un? Écarter Yav. Suivez M. Félix Tshisekedi dans ses propos. Vous sentez qu'il a la maîtrise du dossier? Non, il a reçu un rapport de ses services. Un rapport de ses services. Non, services de l'État. Non, mais effectivement, un rapport de ses services, mais rien ne lui garantit que ce rapport-là est authentique et réel. Voilà pourquoi j'ai dit... Non, mais les services ne vont pas quand même mentir au président. Non, mais ils ont menti. Mais ce fait, c'est qu'il a pris des ordonnances dont le nom de personnes que lui avait choisies ne figure pas dans l'ordonnance rendue publique. Ce sont les membres de l'IDPS qui les disent. Bon. Mais ce fait, c'est qu'il a nommé des gens qui sont morts. Revenons sur l'affaire. Non, mais voilà, je voulais vous dire la gravité de ce que M. Félix Tshisekedi fait. Vous ne croyez pas à cette révélation? Non, ça peut être vrai, mais lui-même donne l'impression de n'avoir aucune maîtrise. C'est-à-dire que le fait seulement qu'il n'a pas de maîtrise de données, il peut être manipulé. La meilleure manière de prendre de bonnes décisions, c'est d'avoir de bonnes informations. Mais pour avoir de bonnes informations, il faut les confronter. La difficulté que nous avons aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi a peur de la mort. A peur d'être éjecté. Moi, Alain Bolodjoa. Moi, Alain Bolodjoa, je ne soutiendrai jamais un coup d'État. Jamais. Jamais. Ne rêvez même pas. Mais d'où viennent ces rumeurs de coups d'État qui reviennent? Il y a l'affaire Béa lui-même dit, bon, l'affaire Béa n'a aucun lien avec l'affaire Yav. Et puis l'affaire... Non, mais quelle est la place qu'il donne? Quelle est la place? Pourquoi doit-on à tout moment faire face aux rumeurs sur les coups d'État contre le mot a été bien choisi, des rumeurs. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Dans les réseaux de services, lorsqu'on sait que le chef est vulnérable, on peut lui amener de fausses informations pour gagner sa confiance et détruire ses partenaires, ses collaborateurs. C'est ça la dangerosité de ça. Ça, c'est une hypothèse. Non, mais effectivement, c'est ce qui se fait souvent. Même les grands doctrinaires l'ont dit.
C'est-à-dire qu'on peut jouer sur l'état d'esprit, la psychologie du chef. Lorsque le chef vit dans une psychose, on peut lui dire non, voilà, on a vu quelqu'un travailler avec un cafard, c'est tellement que ce cafard-là viendra vous tuer. Et quand il rêve, il ne rêve que de ça. Alors qu'en réalité, si le service travaillait normalement, on pouvait étouffer cette affaire dans l'œuf sans qu'il y ait autant de boucans. M. Félix Tshisekedi s'est permis, lui, de faire arrêter son conseiller spécial sur des questions sécuritaires. En suivant ce qu'il a dit, vous sentez que lui-même n'est pas convaincu que François Béa pouvait avoir l'intention de le tuer. Lorsqu'on insiste sur les liens, il dit non, là, non, pas François. Ça dit que c'est une autre affaire, non, il mais n'a pas de lien avec non, mais ça a un lien. Ça a un lien. Le lien de coup d'État. Ça a un lien? C'est son bon. Non, deux opérations certainement, mais ça a un lien, le lien de coup d'État. Lorsqu'il y a un coup d'État qui échoue, les mêmes personnes peuvent s'organiser par la suite. Le fait seulement que lui-même ne veut pas lier le dossier François Béa avec celui-ci, c'est justement parce qu'il est convaincu que François Béa n'était pas impliqué. Cette fois-ci, il pense que c'est vrai. Qui peut prendre le risque de croire à un monsieur comme ça? Il y a un autre élément qui me passe. Et puis, non, attendez. Monsieur Filémon, que je ne connais pas par ailleurs, Yav, il est chef des opérations dans la partie est du pays. C'est-à-dire que c'est lui qui gère les renseignements, l'administration et les opérations militaires dans cette partie. Je suppose, je pense, j'essaie de réfléchir. Il peut s'en dire, il peut comprendre qu'il y a une opération qui va être gérée ou lancée dans une zone et il demande à ses troupes de rentrer. Cela ne peut pas être traduit en haute trahison de l'autre que vous ne connaissez même pas ses ambitions. Là où il a fauté. Il était en contact avec le Rwanda et il a demandé à ses collègues de se retirer. C'est ça. S'il était en contact, soit son téléphone est sous écoute, ou soit ce sont les Rwandais qui ont dit à Félix Tshisekedi que M. Yav voulait faire un coup d'État. Parce qu'il était en contact. Yav là n'est pas tout. Pardon? Filémon Yav là, il n'est pas tout. Non, mais il est katangé. C'est ça son plus grand péché. C'est un katangé. Il est katangé. Il n'est pas tout. Non, il est katangé. Oh, mais les Tutsis sont avec M. Félix et vous changez les Tutsis. Est-ce que vous connaissez l'origine de vos ministres, les premiers ministres et tout ça, vos membres de l'Assemblée nationale et tout ça? Vous connaissez? Alors, il y a une question qui me passe à la tête. Alors, si les infos des coups d'État sont vraies, mais le comportement du président n'est pas modifié. Il est visible, il prend les avions, il circule. Non, mais vous pensez... Avant d'aller à New York, la mort ne peut pas... Non. Donc, la mort ne peut pas... Et si vraiment il y avait une menace de coup d'État, pourquoi le président se comporterait normalement? Non, la mort ne peut pas dans une situation normale. La mort ne peut pas ôter la propension à voyager à M. Félix Tshisekedi. Impossible. Ah, la mort. Même la mort. Il ne peut, il ne recule. Non, il ne reculera pas. Il ne recule jamais devant. Ah non, mais sans voyage, Félix Tshisekedi n'est plus ce qu'il est. Ah, bon, mais ce qui est vrai. On évolue. Ce qui est vrai, que je vous libère aussi. Ouais. Au regard de l'écosystème actuel, au regard des tensions qu'il y a ici et là, certainement qu'il y a des gens qui veulent faire un coup d'État. Certainement. Ça ne peut pas manquer. Parce qu'il a le pouvoir, il y a certainement des gens qui veulent le renverser. Les raisons peuvent être multiples. Moi, Alain Bolodjoa, je ne soutiendrai jamais le coup d'État. Moi, Patrick Lokala, je ne soutiendrai jamais le coup d'État. Ce qui est vrai. Faire partie, M. Félix, c'est que je suis d'accord. Par devoir démocratique. Voilà. Seul le peuple a le pouvoir de le faire partir. Un militaire ne peut pas prendre les armes pour le faire partir. Mais attention, il ne doit pas aussi profiter de notre posture pour commencer à crucifier nos officiers militaires. On n'a crucifié personne. Non, mais attendez. C'est la justice qui fait son travail. Non, mais quelle justice? Il y a quelqu'un qui a été arrêté dans le cas de coup d'État aussi. Le lieutenant-colonel Matata. Il a été arrêté pour ça. Après, on a changé. Il a diffusé une vidéo de M. Félix quand il roulait dans son tricycle là. Il a été arrêté, il a été jugé, il a été relaxé. C'est à peine qu'il vient d'être libéré. Ce monsieur-là a passé son temps en prison. Et vous savez, la conséquence c'est quoi? Chez M. Félix, c'est que lorsque vous arrêtez, même si vous n'avez pas encore été condamné, vous perdez tout ce qu'il y avait comme avantage. Supposons alors par la suite
que l'on comprenait que monsieur, que je ne soutiens pas par ailleurs, monsieur Yav n'était pas impliqué. Vous allez faire quoi? Vous avez perdu son image. Voilà pourquoi j'ai dit, non, il ne faut pas compter sur une justice qui est entre les mains de M. Félix. Voilà pourquoi vous vouliez dire. Voilà pourquoi moi je pense que la meilleure manière de faire, c'est d'abord de redynamiser nos services de renseignement. Ils doivent bien faire leur travail. Si M. Félix Tshisekedi pense qu'être en contact avec le Rwanda, c'est une mauvaise chose, il doit d'abord se débarrasser de Fortuna Bissé Bifort. Tant que Bissé Bifort, qui a travaillé avec le Rwandais, est là, je ne peux pas croire à la sincérité de M. Félix. Celui-là, on ne le cite pas comme ça par hasard. Hein. On ne le cite pas comme ça dans la Bible ou bien en dehors de la Bible. Très bien. Alain Molodia. Il n'est pas Dieu, il n'a pas double nationalité. Il y a tellement d'aspects dans ces sujets qu'on risque de vous prendre tout le temps. Alain Molodia, parlons de la présence de la force régionale. Le président a annoncé que le Kenya, les Burundais sont déjà là, les Kenyans vont arriver. Mais il y a une question de fond qui lui a été posée sur l'armée, le rôle de notre armée. Bon, je sais que si je pose cette question au Koloba Ming, aujourd'hui, quel est l'état des opérations de nos troupes menées contre les M23 qui occupent Bunagana? Ça, c'est un aspect difficile. Deuxième chose, il relève que c'est difficile, c'est une façon, c'est un avis de faiblesse par rapport à notre armée, d'aller à bout de cet ennemi parce que l'armée est hétéroclite. Vous avez soulevé ces aspects parce qu'il y a eu brassage, mixage et tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il a la pleine confiance sur la force régionale qui sera composée des pays qu'on connaît. En quelques mots pour qu'on passe à autre chose. C'est le côté le plus ridicule de ces fameux messages. S'il y a brassage, mixage de l'armée, on a pris le Tutsi, le Hutu, Rwandais, Ougandais, Burundais, tout ça, on les a mis ensemble. Si c'est ça la raison qui empêche à ce que M. Félix Tshisekedi arrive au bout de ce qu'il mène comme opération, puis d'alors de cette force qui vient, qui est encore pire. Là, officiellement, l'Ouganda vient. Le Rwanda viendra aussi. Non, il a dit que le Rwanda ne sera pas là. Non, mais c'est ça, c'est ce qu'il vous dit. C'est le président qui a dit. Non, mais que vaut sa parole? Que vaut sa parole? Que vaut sa parole? Alors que tout ce qu'il a dit, jusque-là, il n'a jamais respecté quoi que ce soit. Il n'a jamais respecté ses propres paroles. Jamais. Le Rwanda viendra. Et d'ailleurs, le Rwanda n'a même pas besoin de venir. Le Rwanda est déjà là. Il est déjà là, il occupe Bunagana. Voyez-vous? Non. Pas seulement Bunagana, même du côté de notre armée, le Rwanda est là. Le Rwanda est partout. Une chose est vraie. Notre armée est capable de mettre fin à cette aventure des M23. Est-ce que l'armée est suffisamment utilisée? Je voulais savoir. Voilà, c'est ça le problème. L'état des lieux des opérations menées par. Ne cherchez pas l'état des lieux, cherchez d'abord à comprendre l'état d'esprit. On a l'impression que c'est normal, l'armée ne réagit pas, on peut privilégier la diplomatie, voilà. L'état d'esprit de celui que vous appelez abusivement commandant suprême de forces armées. C'est lui le commandant. Son état d'esprit, M. Félix Tshisekedi, en mon sens, ne sait même pas ce qu'il veut. Ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas lui qui donne des orientations. La première des questions que l'on devait se poser, qui a décidé sous la venue de ces troupes-là étrangères? Ce n'est pas M. Félix Tshisekedi. Qui? Mais c'est le fameux ESE. C'est l'ESE qui a décidé. C'est l'ancien président. Voilà pourquoi, comme lui ne comprenant pas les enjeux, il nous a fait introduire là, parce qu'il était sûr que le président kenyan, qui avait quand même une influence, était de sa tendance, c'est-à-dire qu'il était son allié. Il pensait que cela allait continuer ainsi. Suite aux élections, au regard du changement qu'il y a eu dans ce pays, M. Félix Tshisekedi n'a plus de garantie. Voilà pourquoi il a dit, au niveau, lorsqu'il il parlait de ça, il voulait qu'il y ait un comité de suivi pour faire appel à cet ancien président qui peut lui garantir quelque chose. Son ancien parrain. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le président kenyan n'est pas en odeur de sainteté avec M. Félix Tshisekedi, M. Félix Tshisekedi perd. On sait, c'est lui-là qui est arrivé président, on sait les déclarations qu'il a tenues contre nous. Bon,
Voilà pourquoi par je dis... rapport à l'armée, on ne sait pas connaître les opérations menées comme... Non, mais quelles opérations? L'impression que... Quelles opérations? L'option diplomatique. Non, mais M. Félix, c'est qu'elle vous dit, l'état de siège a pu maximiser les recettes, construire les routes. C'est ce qu'il a dit. Hein? C'est-à-dire qu'on a nommé un militaire pour maximiser les recettes et construire les routes. C'est ce qu'il vous a dit. C'est-à-dire qu'on a fait sortir notre armée de sa mission originelle pour faire de cette armée une branche de développement. Quoi de plus normal? En temps de paix, l'armée a pour mission aussi de développer le pays. Mais dans le cas d'espèce, on n'envoie pas 25 000 militaires pour faire de collecteurs d'impôts. Pour mobiliser les recettes. Au lieu de donner à l'armée le moyen, M. Félix, c'est qu'il cherche par contre les bailleurs de fonds pour financer les opérations de EAC. Ce qui veut dire qu'il a la possibilité de mobiliser le fonds, mais il ne le fait pas pour notre armée, il le fait pour ses armées. Supposons alors que nous arrivons à mettre fin au M23. D'ailleurs, ce ne sera pas la première fois. Ces troupes-là rentrées, on fera quoi avec notre armée? Et si, par exemple, il y a un autre groupe armé qui nous attaque, on va encore faire appel à ces gens? Et quel est le calendrier? Ça va nous prendre combien de temps? Il n'a aucune maîtrise. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est vraiment un malheur d'avoir des gens qui sont en face de vrais problèmes, mais qui amènent des solutions palliatives. Si nous continuons comme ça avec votre M. Félix Tshisekedi-là, on risque de connaître beaucoup de problèmes à la longue. Il partira certainement. Et c'est ça mon souhait, qu'il parte au plus vite. Mais après lui, il y aura des dossiers que nous n'arriverons pas à gérer. Et c'est très dangereux pour la République. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. La matière, elle est très abondante. Mais nous courons derrière le temps. Il nous reste très peu de temps pour qu'on mette un terme à cette émission. Alain Bolodjoa, la fameuse opposition. Vous êtes la fameuse opposition. Non, vous avez peur. Il n'a pas parlé de moi là. Mais vous n'êtes pas opposant? Non, mais il n'a pas parlé de tous les opposants. Les plus grands opposants à M. Félix se sont partis. Ah. Oh. Mais qui font des déclarations chaque jour sur la situation des conditions de vie, la mauvaise gestion du parti. C'est cette fameuse opposition. Ça, c'est une parenthèse à C'est cette fameuse opposition. Alors, mais le fameux pouvoir, lorsque nous parlons du fameux pouvoir, comment voulez-vous avoir une opposition de qualité avec un pouvoir qui n'a aucune qualité? Si M. Félix Tshisekedi fait gouverner avec intelligence, avec tact, avec lucidité le pays, certainement que le niveau de l'opposition allait être au niveau du pouvoir. Comment voulez-vous qu'on attaque une ambulance? Le pouvoir de M. Félix Tshisekedi, c'est comme un malade dans une ambulance. On ne peut pas prendre nos armes pour tirer sur lui. On ne sait même pas quand est-ce qu'il va mourir. Ça, c'est gaspiller les cartouches. Essayez de vous imaginer si l'opposition commençait à se comporter en délinquant comme ce fut le cas en 2016-2017. Il va mourir. On n'aura même pas besoin de coup d'État. Il va mourir de sa propre mort. Non. Sans pression. Il a porté les Minerves, non? Sans pression. Imaginez maintenant. Vous n'arrivez jamais de tomber malade? Non, mais il y a les qui ne vous n'avez pas. Non, mais attention, je vous dis, alors, gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, l'opposition, il y a une opposition d'intelligence. S'il y avait une opposition de Koulouna, comme ce fut le cas lorsque eux étaient dans l'opposition, il y aurait des gens qui allaient piquer des crises de mourir. Je dois vous libérer, Alain. Heureusement qu'on est modéré. Il dit que sa réélection est assurée au regard des réalisations enregistrées. Réélection en tant que député. Vous avez peur des élections. Entre-temps, il a rassuré qu'il y aura des élections en 2023. Cher ami, je suis un révolutionnaire. Je ne suis pas dans votre approche d'organiser des élections bâclées pour avoir un président tshisekedi-démocratiquement proclamé. Le décor a été planté. Heureusement que le journaliste lui ont rappelé que c'est lui qui a la maîtrise du système électoral, de l'appareil électoral. Il vous dit ceci. Les journalistes ne lui ont pas dit qu'il a le contrôle. Non, ils ont posé la question, ils ont rapporté les déclarations. Mais effectivement, c'est ça. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Ils lui ont dit qu'il maîtrisait la CENI et la Cour constitutionnelle. Mais c'est fait ce que vous dites ceci. M. Denis Kadima a été choisi par sa compétence. Un expert, vous avez accepté. Non, mais j'en arrive. Très bien. Il avait expliqué comment il avait un meilleur CV que les autres.
Mais ce que M. Félix Tshisekedi n'a jamais compris, il ne comprendra plus jamais. C'est qu'au-delà de la compétence, il y a la probité morale. L'indépendance de la personne, il n'en a pas parlé. Deuxième élément, lorsqu'il parle de la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'il vous dit? Ce n'est pas mon homme de main, je l'ai trouvé là. Il a été d'ailleurs choisi par ses pairs. Ce qui est vrai. Ce qui veut dire que le premier était son homme de main. Pourquoi pour la Cour constitutionnelle, il dit ce n'est pas son homme de main, mais pour la CENI, il n'en a pas parlé? Ça, c'est la logique maintenant. Vous voulez appliquer la logique? Beaucoup de ça, Maël. Alors, les élections, vous y croyez quand même? Elles seront tenues à la bonne date. Il a dit qu'il y aura élection en décembre 2023. Cher ami, mais le calendrier, attendez, le calendrier viendra à n'importe quel moment, même à la veille. Heureusement, vous avez compris. Heureusement, vous avez compris. Je n'ai pas compris. Le côté ridicule. Non, mais vous avez compris. Heureusement, vous avez compris le côté ridicule. Voilà pourquoi j'insiste sur la science. Il faut ajouter à la fonction la science. Quel est le rôle d'un calendrier? Quelle est la portée politique et technique d'un calendrier? Comment peut-on procéder à l'enrôlement sans calendrier? Qui a déjà vu les opérations post-électorales ou préélectorales être enclenchées sans qu'il y ait un calendrier préalable? Vous voulez procéder par l'enrôlement, après l'enrôlement, vous allez faire quoi? Lui, il pense que le calendrier, c'est juste pour organiser, convoquer l'électorat. Non! Toutes les opérations liées aux élections doivent y figurer dans le calendrier. Dans le calendrier, il faut qu'il y ait un chronogramme et à côté, on va élaborer un budget. Le calendrier, c'est à la veille. Vous les prenez. Bobby Gapo, toi à la TV. Quel dégât ridicule! Mais ça, c'est ridicule! Ça, c'est ridicule. C'est comme la FIFA vous dit, non, la Coupe du Monde commence, on va commencer déjà le premier match et après vous aurez le calendrier. Non, monsieur. À l'ICC, on ne vous apprend pas ça. Apprenez. Le calendrier est une conditionnalité pour agencer tout ce qu'il y a comme opération. C'est dans les calendriers qu'on stratifie et c'est sur base du calendrier qu'on élabore le budget. Vous exécutez un budget qui n'est pas adopté au niveau de l'Assemblée nationale. Et un calendrier, vous opérez, vous posez des actes sans qu'il y ait un calendrier dûment validé au niveau de l'Assemblée. Or, le calendrier est l'annexe de la loi électorale. Alors dites-moi, comment je peux être représenté par un monsieur comme ça? Hein? Après, vous savez, c'est au nom NN. Jusque-là. Et il a dit, là où les blancs... Ah non, non. On n'a pas de chance avec votre monsieur. Non, le président... Non, mais on n'a pas de chance. Hein? Ce n'est pas normal. Et puis il a dit sérieusement, hein? Sérieux vraiment. Le calendrier sera publié à la veille. Ce n'est pas lui l'expert de la commission nationale. Mon frère, commission électorale. Si vous êtes en contact avec des vrais pasteurs, il y a des cas comme ça, il faut que tu aies ma bonne idée. Il a dit que ce n'est pas lui l'expert. Bon, Alain Bolodjoa, vous suivez Alain Bolodjoa. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Alain Bolodjoa. Mais même si le calendrier sera publié à la veille, ça on et vous le dites aussi. Non, mais c'est le président qui a parlé. Et Alain Bolodjoa, le calendrier électoral sera publié à la veille. Le président a reconnu ce n'est pas lui l'expert de la centrale électorale, mais au moins il y veille pour que la CENI ait des moyens nécessaires. Sur base de quel budget? Afin que les élections soient organisées en décembre 2023. Non, donc, dialogue, non, qui peut dialoguer avec un monsieur comme ça? Il n'y a pas de dialogue. Non, attendez. Il ne doit pas confondre l'organisation du congrès de l'IDPS et l'organisation des élections au niveau étatique. L'État fait des choses sur base de loi. Entre les opérations et les calendriers, qu'est-ce qui précède l'autre? C'est les calendriers. C'est les calendriers. Vous revenez encore sur les calendriers. Non, mais je vous dis, vous allez organiser les élections. On risque d'avoir les élections. Vous se dites, non, voilà, les gens de Ngalema, vous allez voter à Gombe. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir des élections. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir des élections qui vont nous faciliter l'atteinte des objectifs constitutionnels des élections. Il faut que ces élections soient revêtues d'abord de la légitimité nécessaire et conformément à la loi. On n'a pas besoin des élections pour les élections.
Alors dites-moi. Déjà Vous ne lui-même. croyez pas à la date donnée par le Je président? ne crois pas à la personne qui a prononcé ces Qu'est-ce que vous faites par contre pour exiger à la CENI de rendre public le calendrier? Mais comment voulez-vous que moi je demande à la CENI de rendre public les calendriers alors que la CENI est constituée par des adeptes tshisekediens? Moi je ne suis pas dans cette logique. Je suis dans la logique de l'article 64. Je pense qu'il faut enlever toute la saleté institutionnelle pour espérer avoir de bonnes élections. On prend les tout derniers sujets. Alain Bolodjoa, Vidier Chimanga est arrivé à la prison centrale de Makala. Il y a une photo. Il y a une publication qui circule sur les réseaux sociaux. Le président a fait arrêter ses frères du Kasaï. Jean Kabunda, arrêté. François Béa, arrêté puis libéré pour des soins de santé appropriés au niveau de l'Occident, au niveau de l'Europe. Il y a Vidier Chimanga qui est aussi originaire du Kasaï. Là, on ne parlait pas tribalisme, hein, on ne parlait pas népotisme. Hein. Ce sont ses frères qui sont arrêtés sous Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est qu'on n'a pas vécu du temps de présidents précédents. Mais ce n'est pas ça qui importe à Alain Bolodjoa. Il y a eu quand même ce qu'on appelle la pression populaire. Finalement, la justice a invité Vidier Chimanga avec une simple invitation. Beaucoup de gens n'avaient pas cru à cette invitation. Il est allé, il n'est jamais retourné chez lui à la maison. Il se trouve présentement en détention préventive à la prison centrale de Makala. Vous y croyez quand même à l'éclatement de la vérité, soit l'acquittement de Vidier Chimanga ou sa condamnation? Cher ami, je vous dis, j'étais parmi ceux qui voulaient voir M. Vidier Chimanga être interpellé, arrêté probablement, jugé et condamné. Vous êtes satisfait? Dans le respect de ses droits de défense. Je suis de ceux qui pensent que si la justice pouvait entrer à la présidence, même la personne qui classe les papiers ne sera pas exemptée. Tout le monde sera arrêté. Tout le monde. Sans exception. Ah, mais Alain. Même les peintres. Je vous dis. Arrêtez quand même ce genre de déclaration. Je vous dis, la sainteté ne peut pas se retrouver dans cette fameuse présidence parce qu'il y a autant de dossiers qui mettent en exergue les caractères criminels de la gouvernance d'aujourd'hui. Tenez, M. Vidier Chimanga, déjà au départ, n'est pas le seul à avoir mené ce genre d'entreprise. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et on avait tenté de citer certains noms l'autre fois. Mais je vous donne juste un cas précis. Parce que pour Vidier Chimanga, c'était juste une manière pour lui de rançonner ou d'escroquer les entreprises et de faire une mauvaise publicité de la... Bon, je ne sais pas s'il a fait une mauvaise publicité. Il a donné la vraie nature de la présidence. Mais moi, je vous cite un cas précis. Un conseiller à M. Félix Tshisekedi est cité dans une affaire de vente de carrés miniers. Otuele, Ituri, Bazouele, Chopo subissent les méfaits de ce qu'il a posé. M. Félix Tshisekedi est allé signer des accords au niveau de l'Émirat pour avoir des camions blindés et $1 milliard. En contrepartie, il fallait donner un carré, un espace pour exploitation. Cet espace-là a été vendu. Le nom a été cité. Ce qui est surprenant, ces gens ont été interpellés par le Conseil national de sécurité. Ils ont été entendus. Le chef qui avait institué cette enquête, lui-même est revenu bon, je ne sais pas s'il est revenu à la raison, il est revenu justement pour libérer ces fameux conseillers. Et après, la personne qui avait entendu ces conseillers a été arrêté. Il était en prison, aujourd'hui il est à l'étranger. On ne doit pas nous prendre pour des moutons. La suite est de Vidier Chimanga. Non, mais je vous dis, ça c'est une guerre de palais. Les grands dossiers... Ils s'entretuent entre eux. Est-ce que vous savez que la banque Afriland First Bank aujourd'hui est en difficulté de trésorerie justement à cause de cette affaire dont je vous parle ici? Mais la personne n'a pas été inquiétée. Vous savez quoi? Au-delà de ce que vous appelez chef, il y a un chef pour ne pas dire... Bon, je ne sais pas si c'est de quel sexe, mais il y a un chef qui décide au-delà de tout. Si aujourd'hui Vidier Chimanga est arrêté, c'est justement parce que
il n'est pas en odeur de sainteté avec ceux qui ont l'influence. Parce que M. Félix Tshisekedi a plusieurs carrés d'influence. Plusieurs. C'est le précaré. Il y en a combien? C'est le précaré qui a décidé sur l'arrestation de Vidier. Les sorts de Vidier. Donc, il est... Mais les autres là, ils sont en plein dedans. Ce carré-là ne décide que sur les originaires du Grand Kasaï. Non mais attendez, si le propre frère. Non mais Kamere était le premier. Si au niveau du cabinet, l'essentiel ou la quasi majorité. C'est le même circuit qui a décidé sur Kamere, le sort de Kamere. Mais bien évidemment. Le même circuit qui a décidé bien sur le sort François Béa, de Kabound, oui, et de Chimanga. Bien évidemment, c'est le même précaré. Ah bon? Mais c'est que ils ne sont pas exemptés. Mais on vous cite des noms ici de Golanga pendant des minutes. Ça sera de faux bruits, diffamation et puis arrestation. On est arrivé à la fin. Vous n'attendez rien de cette affaire? Je n'attends rien de cette affaire parce que je sais qu'il peut soit être condamné sans être bien jugé, soit il peut être relaxé sans être bien jugé. Ce qui veut dire que dans cette aventure, je ne me retrouve pas là-dedans. Mais moi, je me pose la question. Si aujourd'hui, Afriland Face Bank fermée, combien de gens seront envoyés en chômage? Très bien, on est arrivé à la fin. Un dernier mot à l'endroit de la population qui nous suit. Article 64, il n'y a que ça comme solution. Quelle que soit votre influence, quel que soit votre désir, tant que le pays ne sera pas libéré de ses propres fils qui se comportent en bras séculiers ou en sous-traitants de l'étranger, il nous sera très difficile de sortir de ces guet-apens. Voilà pourquoi j'ai dit que le peuple doit recouvrer son pouvoir en enclenchant l'article 64 et le reste, ça va s'ouvrir de soi. Tant qu'on ne le fera pas, on va tourner en rond, on risque de faire du cosmétique et au finish, il n'y aura pas de résultats. Voilà. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci Maestro Derrick Lunkeba pour la réalisation de cette émission. Merci aux militants de l'EBAT qui accompagnent Alain Bolodjoa. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Si vous avez aimé l'émission, abonnez-vous, likez, partagez pour nous encourager. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.